Salut les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. On va continuer sur notre course. Euh, Depuis le dernier chapitre, oui, on a pris, alors, il faut juste que j'ouvre, on a pris le chapitre 5, non, le chapitre 4. On a vu les tableaux et les objets en gros. Dans ce chapitre, on va continuer. On va prendre le chapitre 5, ok? Le dôme. Du coup, je vais faire comme d'habitude. Je vais juste dupliquer le fichier pour sauvegarder ce qu'on a déjà vu. Alors, cette fois-ci, c'était le 4. Voilà, et là je supprime tout. Je, je vais recopier ce qu'on avait vu depuis le dernier chapitre. Euh, D'ailleurs, je vais faire ça pour aller plus vite en gros. D'ailleurs, je vais faire ça déjà. Voilà, là c'est bon. Il va rester sur ce fichier. Du coup, je vais supprimer tout ça. Voilà. Ici, je vais juste en fait changer ce qu'on va apprendre. Ok? Donc, on va prendre le dôme. On va voir qu'est-ce que c'est. Vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué en gros. Après, bon, on va voir en gros qu'est-ce que c'est. Juste une petite définition. Qu'est-ce que c'est le dôme? On va apprendre à, euh, à faire la sélection des éléments en gros depuis notre fichier HTML en gros. C'est à partir de maintenant on va interagir avec le document HTML. Ok? Donc voilà. Après on va voir la façon où on peut modifier les styles, les contenus dans notre fichier HTML depuis JavaScript directement en gros. Ok? Voilà. Ça, en gros, ce sont les bases. Dès que vous savez déjà, en fait, gérer voilà, toutes ces choses-là, bah, excusez-moi pour le bruit. Oui, donc je disais que qu'une fois que vous avez appris tout ce qui est base en DOM, après, vous pouvez gérer vraiment facilement. Vous pouvez en fait continuer à euh, vous perfectionner, euh, d'apprendre des nouvelles choses en gros. Ok? Donc, du coup, on va aussi voir euh, la façon où on gère. Euh, alors, je crois que je l'ai mis en trop. Celui-là, c'était l'ancien chapitre, je veux dire. Voilà. On va, euh, on va apprendre à gérer les événements, ok? Tout ce qui est la, la façon où on écoute encore. Voilà. Donc, voilà. On va prendre. Du coup, alors, c'est quoi le DOM? Le DOM, c'est comme son nom l'indique, voilà, toujours en programmation. C'est le raccourci du Document Object Model. Ouais. En fait, le DOM, juste juste pour vous faire court, c'est que bah, il représente votre document HTML, en gros, tout simplement. Ok?
parce que votre document HTML qui est extension point HTML, en fait, c'est un document, votre page web, en gros, c'est un document, en gros. Et le DOM, en fait, il, il permet à JS, à JavaScript, de manipuler ce document, en gros. C'est-à-dire notre fichier HTML. OK? Et, et c'est grâce à ça on peut interagir entre l'utilisateur qui visite notre site web. C'est grâce au DOM et JS, bah, les deux, en fait, ils communiquent. Et voilà, c'est ça, en fait. Et c'est ça fait le, le fait que JavaScript, euh, c'est un langage où on utilise vraiment beaucoup, beaucoup dans le web, c'est parce que, en fait, ils permettent de, de communiquer avec une boîte HTML et voilà. C'est ça, en gros, tout simplement. Et c'est comme on dit, en fait, quand quand on a appris les bases en HTML et en CSS, ben, il faut continuer son apprentissage vers JavaScript. C'est parce que, en fait, JavaScript, ben, il donne vie à votre, votre site web, en gros. C'est comme un cerveau, en gros. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, en fait, le DOM. Le DOM, c'est ça, c'est Document Object Model. C'est la représentation de notre document HTML. Dès qu'on veut interagir avec notre élément, vous voyez, de toute façon, on a déjà vu les cours HTML. Notre, notre élément sont les. Vous voyez, en fait, ce sont des balises en gros. La balise P, la balise H1, H2, peu n'importe, la balise div, la balise sémantique, voilà tout ça, ben, vous pouvez interagir avec JavaScript en gros. Voilà. Et c'est ça en fait qui permet que avec, avec ces trois technologies, c'est-à-dire HTML, CSS et JavaScript, ces trois technologies combinées, ben, ils permettent de, de construire un site web interactif, dynamique, en gros. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est juste une petite définition. Qu'est-ce que c'est le DOM? OK? Maintenant, on va voir un peu, on va manipuler, voilà, qu'est-ce qu'on peut interagir. Sur- pour le moment, notre contenu dans notre DOM, on n'a que le H1, vous voyez ici. Maintenant, j'aimerais ajouter quelques contenus. OK? Juste pour avoir des, des éléments qu'on puisse interagir avec en gros. OK? Donc ici, je mets juste un petit BR pour mettre un petit peu l'espace. OK? Ici, je vais mettre juste une petite balise main. OK? Et en gros, dedans, je vais juste mettre les paragraphes de lorem ipsum. OK? En fait, lorem ipsum, en fait, ce sont des fausses textes, en gros, où on peut générer comme ça. OK? Juste, en fait, pour, pour remplir le contenu de notre fichier, en gros. Voilà. Et là où, vous voyez, voilà. Je crois que j'ai même pas besoin de faire un BA parce que c'est bon. J'ai assez d'espace juste pour la visibilité. Donc c'est bon, vous voyez. Maintenant,
On va interagir avec ces... Bon, pour le moment, ça ne sert à rien que je remplis notre fichier, ok? Dès que vous savez interagir avec un élément et d'autres, bah, de toute façon, c'est les mêmes mécaniques en gros, ok? Donc voilà. Maintenant, je souhaite interagir avec un petit peu mon DOM, ok? Est-ce qu'on va voir les événements ou pas ici? Donc, on va voir donc peut-être il vaut mieux qu'on mette déjà notre bouton, ok? Là ici, je souhaite rajouter un bouton, donc je peux faire juste, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, allez, un bouton, juste un, un bouton submit en gros, ok? C'est juste pour soumettre en gros. Supposons on veut soumettre un formulaire tout ça, mais bon, ici, juste on le fait comme ça, ok? Voilà, juste en fait pour avoir des éléments qu'on puisse, qu'on puisse travailler dessus en gros. Voilà. Donc maintenant, bon, ici on a déjà vu qu'est-ce que c'est le DOM en gros. Voilà. Du coup, on va voir la manière où on peut interagir avec ces éléments-là. Donc, on va sélectionner, ok? Moi, ce que j'ai une idée ici, je veux changer, je veux en fait, je veux changer la couleur de, de ces tags en gros, ok? Pour le moment, il est noir, vous voyez. Moi, je souhaite le changer en bleu ou en rouge, peu n'importe en gros, ok? Donc, c'est très simple. Dès que vous voulez interagir avec un élément dans le DOM, dans votre document, votre document HTML en gros, c'est ici, ok? Eh bien, déjà, en fait, on a besoin de le mettre dans une variable voilà, pour stocker et pour le réutiliser un peu plus tard. Si jamais vous n'avez pas besoin de le réutiliser, vous pouvez très bien le sélectionner et puis changer le style en gros, en fait tout de suite en gros. Ça, vous pouvez aussi le faire, ok? Mais en général, on le stocke et puis voilà, on fait ce qu'on veut en gros, ok? Donc c'est très simple. On sait déjà, voilà, tout ça. Donc, on va déclarer une variable const. Alors, ce H1, en général, en fait, quand vous nommez votre variable par rapport aux éléments dans le DOM, c'est que soit vous le nommez en gros par rapport au ID que vous pouvez en fait sélectionner par rapport à son ID, sa classe, ou aussi le nom, son nom, en gros par son nom, ok? C'est-à-dire en gros par le tag name en gros, ok? Bon, ici je souhaite juste, en général, quand je travaille avec JavaScript natif, on peut dire ça, vanilla, je le nomme, c'est très simple en fait, je mets juste H1, je mets juste en gros H1 element, ok, ou L en gros. Juste en gros pour dire que, ok, c'est un élément de DOM en gros, ok. Vous pouvez le faire comme ça, hein. C'est pas un problème, ok. Mais moi en général, je mets juste L. C'est un petit raccourci de moi en gros. Voilà. Ça en fait, c'est explicitement dire que, ok, je vais sélectionner ce H1 qui est là. Ok. Bon, pour le moment, je vous montre la façon où on sélectionne en fait par rapport à son nom, c'est-à-dire H1, main ou P. Ok? Vous avez en fait, dans JavaScript, vous avez encore en fait plusieurs moyens. Vous avez plusieurs méthodes de sélectionner votre élément HTML en gros. Ok? Donc, d'abord, on sait que notre HTML c'est un document. Donc, vous voyez,
elle se base sur ce logique-là, en gros. Donc, ce qu'on fait, c'est dans JavaScript, j'ai un objet qui s'appelle document. Eh bien, cet objet, en fait, c'est un objet qui représente votre document HTML. Voilà. Donc, vous disiez en fait voilà, document, vous voyez, VS Code, il le reconnaît. C'est un objet, c'est un gros objet en gros. Ok? Là, bon, pour le moment, je vais juste le commenter et vous le montrer dans le console log. En fait, qu'est-ce que c'est ce gros objet, ok? Document. Et là, vous voyez, bon, ici, là, en fait, si on déplie, vous voyez, ça, en fait, c'est un objet, en fait, c'est un gros objet, en gros. Et ben, vous voyez, il y a des propriétés. Là, ici, vous avez des propriétés, en gros. Comme on sait qu'un objet, elle peut, de toute façon, on a déjà vu, en fait, qu'est-ce que c'est un objet. Elle contient des propriétés et des méthodes. Et même là, vous voyez tout ça, en fait, ce sont des propriétés que vous pouvez, certaines propriétés, vous pouvez l'utiliser en fait directement en gros. Et là, bah, il liste en gros toutes les propriétés qui existent dans cet objet, dans ce gros objet document en gros. Et là, vous voyez. Après, vous avez des méthodes. Ok? Là, si vous descendez, bon, il y a un prototype. JavaScript, c'est un langage de prototypage, donc euh, on le voit souvent, ce mot, voilà, en gros, en fait, voilà, prototype. Ok. Après, vous avez des méthodes, en gros. Là, vous voyez, ici, on peut dire, ce sont des choses où on peut interagir avec les événements. On clique, on mouse over, on time update, blablabla. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ce qu'on ce qu'on peut utiliser voilà, en gros, ce sont des propriétés où on peut lancer un callback, un event en gros. Et voilà, je vais pas tous vous dire tout ça, hein. Mais moi jusqu'à présent, je ne savais pas voilà, toutes ces choses-là. C'est à force qu'on a besoin de faire quelque chose dans notre projet en particulier. Et c'est comme ça, on va piocher certaines fonctionnalités qui existent dans ce gros objet. Ok? C'est par rapport à ce qu'on veut en gros. Ce que notre projet, il décrit qu'est-ce que, en fait, voilà, cette fonctionnalité, qu'est-ce que votre site web, il va implémenter, vous voyez, il va faire, voilà, cette fonctionnalité. Et il ne faut pas apprendre par cœur toutes ces choses-là parce que vous ne pourrez jamais connaître voilà, toutes ces choses-là voilà, par cœur. Quand vous avez besoin de faire des choses, d'implémenter un truc dans votre site web, ouais, ben, vous allez vous documenter qu'est-ce qu'il fait et c'est par rapport à ça que voilà, vous comprenez les choses au fur et à mesure via votre apprentissage, hein. Et c'est et c'est comme ça on évolue en fait en tant que dev, c'est que bah, à force de faire des recherches, des choses comme ça, bah, on évolue de plus en plus, vous voyez. C'est ça, on gagne en expérience. Même en entreprise aussi, c'est la même chose. Ok? Voilà. Donc, bah, là, vous allez voir, bah, vous avez des propriétés, ok? Vous avez aussi des propriétés document. Là, si on cherche juste, il y a- je vais juste le déplier parce que c'est trop quand même.
vous avez... bon, ici, je crois, j'ai déplié un prototype qui est là. Je vais juste essayer de vous montrer une méthode. Une méthode de gros, euh, ce gros objet en gros. Alors, une méthode, il ne me montre pas ici en gros. En général, en fait, il s'est caché en gros et il faut juste vous le déplier pour voir en gros, ok? Mais je vous garantis que il existe dans ce gros objet en fait, ok? Alors, je vais essayer de voir là, document. En fait, il est trié par la lettre alphé- alphabétise, alphabétique en gros de A à Z, vous voyez. Dès que vous connaissez un truc qui se situe dans quelle lettre, bah, vous pouvez voilà, le faire comme ça, juste pour les plus vite en gros. Bon, ici, je ne vois pas cette méthode. Peut-être peut-être je voulais juste voir dans le... Alors, CDE, non, je ne vois pas. Peut-être il est dans le prototype ou un truc comme ça, il me semble. On va essayer de voir, on va déplier le constructeur. Hmm. Alors, encore un autre prototype. Vous voyez, JS c'est un langage de prototypage. Là où déplier, il y a, il y a un autre prototype, il y a un autre prototype. Bon, pour le moment, on s'en fout un peu, qu'est-ce que c'est tout ça. Ok? Ce qu'on veut, c'est juste interagir avec ça, avec notre document HTML. C'est le but en gros. Vous n'avez pas besoin de vous creuser au fond. Bien, bien sûr, c'est crucial de comprendre qu'est-ce qu'il y a au fond, mais bon, pour le moment, ne vous embêtez pas au fur et à mesure qu'on apprend. Bah, on va savoir, ok? Alors, document, prototype. Franchement, bon, je crois que je ne vais pas perdre du temps juste pour vous le montrer comme ça. Je pense que là, on est en train de perdre du temps juste pour chercher la méthode. Alors, cette méthode que je voulais en fait, que je voulais vous montrer, c'est dès que vous avez fait un point, vous voyez, c'est-à-dire pour accéder à une propriété ou une méthode. De toute façon, on a déjà vu cette logique d'un objet en gros. C'est quand vous voulez accéder à une propriété ou à une méthode, vous devez faire pointe à un objet et comme document c'est un gros objet, bah, vous pouvez faire ça. Donc c'est pointe, ok. Cette méthode, ce que je voulais montrer, c'est par rapport à ce qu'on va en gros en fait sélectionner cet élément H1 en gros. Vous avez une méthode qui s'appelle en fait get. Vous voyez, dès que vous... Bon, moi je le connais, c'est parce que je savais qu'il existe dans cette grosse objet. Bon, ici, on ne le voit pas, il y a des choses à déplier et tout. Et en général, on a besoin de le voir comme ça, c'est juste en fait par rapport à une propriété en gros, qui contient d'autres méthodes et blablabla. C'est, c'est pour ça, ok? Mais en général, dès que je vous montre une petite astuce, c'est que la façon où on reconnaît
directement si il s'agit d'une propriété ou une méthode en gros. Eh bien c'est très simple. Quand vous voyez les trucs ici là, vous voyez il y a des icônes qui est en bleu. Vous voyez une espèce de truc là qui est à l'intérieur. Bah ça en fait ce sont des propriétés. Ok? C'est pas une méthode. Ok? Des propriétés. Donc ça en fait ce sont des voilà des, des propriétés. Ok? Dès que vous avez vu une espèce du même icône, mais oh, non, c'est pas du même icône, il me semble. Oui, leurs icônes ils sont un petit peu différents, mais ils sont vraiment ressemblants. Bon, enfin bref, dès que vous avez vu la couleur, vous voyez la couleur, ils, ils sont différentes. Eh bien, quand vous voyez cette couleur violet, ben ça, en fait, ce sont des méthodes, c'est-à-dire ce sont des fonctions que, que, qui appartiennent à cet objet document en gros. Ok? Donc, c'est très simple. Maintenant, vous savez différencier quelles sont les propriétés et quelles sont les méthodes. Eh bien, dès que vous faites pointe, et ben, quand vous voyez les trucs en bleu, ben ça, ce sont des propriétés. Dès que vous voyez des trucs qui sont en violet, ben, ce sont des méthodes, ce sont des fonctions. Voilà, tout simplement. Nous, on va chercher une fonction qui s'appelle getElementBy. Ici, on va tag name. Ok. Vous avez deux, hein, parce que bon, on prend celui-là, en gros. Ici, en fait, c'est le tag name qui est là. Ok. Ça, en fait, c'est vraiment explicite, comme son nom l'indique. Il veut récupérer get en anglais un élément, en fait, par rapport à son nom, en gros. C'est-à-dire son nom qui est le tag name. Ici, en fait, ce sont des tags, vous voyez. Et les, et les, et les tags, c'est la même chose, comme on dit, c'est les balises. Les tags, balises, c'est la même chose. Ok? Voilà. Sauf que là, ce qu'on est en train de faire là, ben, il va récupérer tous les éléments, en gros. Parce qu'avec un S, vous voyez là, ici, get element. D'ailleurs, quand vous voyez juste ça, ben, CD, il va récupérer dans notre document HTML les, les éléments qui ont des tags name H1. Bon, ici pour le moment, on a un seul. Il va récupérer, puis il va le mettre dans une sorte de tableau, en gros. Je vous le montrer. C'est le premier exemple que je vous déconseille de faire. Parce que en général, on ne travaille pas avec cette méthode, mais sachez que ça existe. Voilà. Vous voyez, c'est ça ce que je souhaite juste vous montrer ce gros document. Ben, il contient toutes les choses que votre HTML il existe, en gros. Et grâce à ce gros objet, on peut manipuler notre, notre page web avec JavaScript tout simplement. Voilà. Donc, ici, on va revenir sur notre sélection. Maintenant, on va récupérer le tab H1 qui est là. Eh bien, on va faire ça. Get element by tag name. Et dedans, il accepte le nom de votre tag. C'est en string. Donc, vous écrivez, vous voyez. Ça, en fait, vous voyez, ce sont des tags, ce sont des balises que vous pouvez récupérer. Bien sûr, il faut qu'il existe dans votre DOM qui est là. Hein. Ok, si vous ne mettez pas ça, supposons en votre DOM, vous n'avez pas en fait cet élément, bah, même si vous allez mettre juste ici en fait achat, bah, il ne va pas le trouver parce que dans votre DOM, il n'existe pas.
il faut qu'il existe. Ok? Alors, avant de manipuler votre DOM, il faut que certaines choses que vous souhaitez récupérer qui soient déjà dans votre DOM. Ok? Voilà. Maintenant, c'est très simple, c'est explicite, franchement, getElement by darkName. Je vais récupérer un élément qui a la darkName H1, voilà, qui est là. Ok? Donc, si on fait un console log, H1 L, H7D, H1 element, et bien là, vous voyez une espèce de HTML collection. En fait, c'est pas un tableau, mais ça ressemble à un tableau, en gros, parce que vous voyez les doubles crochets. Ok? Pour le moment, il le met comme dans une sorte de tableau, parce que vous voyez là, il y a un index 0. L'index 0, il le met ici en gros. Ok? Donc, du coup, pour manipuler, en gros, cet élément, on peut très bien faire ça. Bon, pour le moment, je vous montre le plus simple. C'est que maintenant, le H1, on sait que dans notre fichier HTML, on a juste un seul H1 par page. Donc, comme ici, on est sur la page Home, il n'y a qu'un seul H1 par page. Donc, c'est très simple. On sait comme il n'y a qu'un seul H1, on peut très bien faire ça. On peut très bien faire comme ça, vous voyez. Accéder directement notre H1 par rapport au double crochet. Et dedans, on va juste mettre son numéro d'index. Comme ici, c'est 0, on met juste 0. C'est juste pour dire, je veux prendre ce H1 qui est dans ce tableau, en fait. Là, si je sauvegarde, vous allez voir, et là, on récupère bien le H1 qui est là. Voilà, tout simplement. Alors, quand une fois on le fait ça, eh bien, c'est très simple. On va supprimer, on va juste prendre ça. Console log, on n'a plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va changer la couleur. Eh bien, on peut faire ça. Vous pouvez, comme c'est un cet art, en fait, c'est aussi un objet. Et comme on dit, un objet possède des propriétés et des méthodes. Donc, vous pouvez faire encore pointe à son tour. Donc, pointe quoi? Pointe style. Vous voyez, j'ai une propriété, il y a des méthodes où on peut utiliser. Et bien maintenant, c'est ce qui nous intéresse, c'est la propriété style. Voilà, point style. Et point style, point quoi? Point encore, ça, en fait, ce sont des propriétés en CSS. Vous voyez? C'est cool, non? En JavaScript, on peut manipuler vraiment notre document HTML. Voilà, en gros. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste point quoi? Point, point color. En CSS, il y a une propriété, vous voyez, qui s'appelle encore en fait color. Juste, j'ai une petite différente, c'est que dès qu'on manipule notre élément en JavaScript, qui est en rapport avec le CSS, et background color, il va écrire en, en, en camel case, ok? C'est-à-dire, là, vous voyez là, background color. Si je veux juste changer la background color, ok? Vous voyez là, ce mot-là, si on écrit en CSS, c'est pas ça, c'est plutôt ça, en gros. Ça, c'est en CSS, ok? Background color. Sauf qu'on ne peut pas faire ça en JavaScript, c'est parce que là, JavaScript, il va confondre le tiret avec l'opération mathématique, ok? C'est l'addition de la soustraction. Et ça, JavaScript, il va confondre avec la soustraction. Donc, c'est pour ça, quand vous manipulez votre élément HTML avec CSS en JavaScript, vous devez toujours... Il met déjà, en gros, de toute façon, vous n'avez pas besoin de
de deviner ou quoi que ce soit. Ok? Dès que vous voulez changer, interagir avec une propriété en CSS, bah, vous voyez, il est là. Et puis, il suffit juste de dire juste, je veux changer la background color. Et là, voilà, VS Code, il nous propose directement, ok? Parce qu'il connaît, parce qu'il sait que ça existe. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais changer en couleur rouge. Ici, je vais écrire directement avec le nom de la couleur, tout simplement. Ok. Maintenant, si je sauvegarde, et voilà. Vous voyez? Là, vous manipulez, vous êtes en train de manipuler votre élément HTML avec JavaScript ici. Et tout ce genre de choses, c'est pratique, c'est quand vous aurez des événements. Quand on clique sur un truc, et bien vous voulez que votre élément qui soit comme ci, comme ça, et ben c'est voilà, c'est ça en gros. Ok? Voilà. Donc là, on a pu changer la background. On peut aussi faire qu'il soit un petit peu, il y a le padding, vous voyez, parce que ici c'est vraiment le bord, il colle vraiment notre tête. Eh bien, on peut très bien faire ça. On peut même, on peut même accélérer. Parce que là, tout ce qu'on va faire, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de modifier le style en gros. Ok. Donc ici, .style.core, voilà, vous voyez, padding, ça existe. Donc, vous pouvez très bien mettre, je vais changer, je vais mettre un petit peu les padding, ok, un rem, donc ça fait quasiment 16 pixels. Voilà, maintenant vous voyez, vous avez des paddings. Après, si vous voulez mettre la couleur de votre tête en blanc, eh bien c'est très simple, toujours la même chose. Vous pouvez faire ça. Point color, c'est juste pour dire, ok, je veux modifier la couleur de tête de ce tar H1 que j'ai sélectionné là. Eh bien, vous pouvez mettre white, voilà. Et voilà. Vous voyez, en fait, c'est voilà, c'est comme ça en gros. Vous pouvez faire des bordures un petit peu arrondies, tout ça, ok, en faisant juste de la même chose. Là, vous voyez, border, radius, voilà. Et ici, vous pouvez très bien mettre 0,3 rem. Voilà, maintenant vous voyez votre border, il est... Ok, c'est comme ça que vous manipulez votre élément. Ça, c'est la base du principe, en gros. Je vais pas tout faire les choses, mais ici, c'est juste, je voulais juste vous montrer comme ça. Ok? Vous voyez, maintenant, on peut interagir. Bon, ici, on a choisi cette méthode-là. C'est très bien, vous pouvez l'utiliser, sélectionner votre élément de cette façon-là. Sauf que bah, cette méthode, il va mettre votre élément dans un tableau. Et que si vous avez juste besoin juste de sélectionner un seul élément, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes qui s'appellent getElement. Non, il y a d'autres méthodes qui est en fait le plus utilisé, on peut dire ça, parce qu'il permet de faire ça. Le query selector, eh bien, c'est comme son nom l'indique. Il va faire une query, c'est-à-dire une petite recherche, on peut dire ça. Et c'est un sélecteur de tout type d'éléments en fait, parce qu'il peut en fait, il vous permet de faire vraiment de, de sélectionner votre élément par rapport à son nom, sa classe, son ID, sa tag name, oui, c'est son nom en gros. Par rapport à le data attribut, il permet aussi de sélectionner par rapport à ça. Vous voyez, juste une seule méthode, vous pouvez faire tout. Et c'est pour ça, c'est le plus utilisé. Ok?
vous n'allez pas, encore une fois que vous avez appris JavaScript, juste pour vous dire, c'est rare que vous allez utiliser la méthode qu'on vient d'utiliser, c'est-à-dire le getElementBy TagName. Ok? Parce que cette méthode ici, là, ils permettent de faire tout. Donc, c'est comme ça, voilà. Ok? Mais sachez, d'autres méthodes existent. Par exemple, vous avez aussi une méthode qui s'appelle getElementById, c'est-à-dire par rapport à son ID. Sauf que là, ça ne marche plus, c'est parce que notre élément, il ne trouve pas l'ID en fait, h1. Ok? Bon, en général, quand vous utilisez cette méthode-là, c'est que vous avez l'intention de mettre un ID qui est là. Cet ID-là, en général, quand vous mettez, c'est pour interagir avec JavaScript qui est là, en gros. Ok? Bon, ici, vous pouvez mettre titre, important title, parce que en général, c'est ça, en fait. Votre H1, c'est le titre le plus important, donc vous pouvez très bien faire ça, ok? Ou vous pouvez mettre main title. C'est juste pour dire, ok, c'est le titre principal. Main title. Voilà. Et donc, quand vous sélectionnez par rapport à son ID, en choisissant cette méthode, eh bien, c'est très simple. Vous l'écrivez, cet ID qui est là. Voilà. Donc, je le copie. Et puis, ben, je le colle ici. Maintenant, vous allez voir, ça va encore à nouveau remarcher. Enfin, non. Oui et non. Ça, ça ne marche pas parce qu'il faut changer. Parce que comme vous venez de changer de méthode, cet élément, il ne retourne pas un tableau comme l'autre méthode qu'on a fait ici, vous voyez. Il retourne vraiment un élément, cet seul élément. Ok? Donc, il ne sera pas dans un tableau. Donc, il faut juste supprimer tout ça parce qu'on veut adapter par rapport à ça, en gros. Ok? Parce qu'il n'est plus dans un tableau. Donc, il faut juste supprimer ça. Parce que cette méthode, il nous retourne vraiment cet seul élément, en gros. Donc, c'est juste un seul. Et donc, bah, là, si je re-sauvegarde, vous allez voir, ça va remarcher. Voilà. Ok? Voilà. En général, d'après mon expérience, les méthodes de votre document le plus utilisé, ce sont les getElementById et le query selector. Ok? Ok? Sauf que là, si je sauvegarde, ça ne marchera plus. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, le query selector, comme c'est une méthode qui est assez générique, parce qu'il permet de faire tout, donc il faut bien spécifier. C'est-à-dire, bah, ça, comme c'est un ID, bah, il faut mettre un hashtag. Okay? C'est juste pour dire, ok, je choisis d'utiliser cette méthode qui est assez générique parce qu'il est cool, parce qu'il me permet de faire tout, donc je n'ai pas besoin de choisir d'autres méthodes, donc il me suffit juste de spécifier ici, c'est juste pour dire, ok, ça c'est le ID. Quand vous voyez ça c'est, en fait ça représente le thème ID, en gros, le hashtag. Ok? C'est juste pour dire, ok, je vais sélectionner cet ID là, tout simplement. Voilà. Maintenant, ça va à nouveau à remarcher, vous voyez. Et aussi, vous pouvez sélectionner votre élément par rapport à sa classe, le nom de classe. Ok? Vous voyez le nom de classe du CSS, en gros. Bon, ici, on n'a pas de classe, mais supposons que vous souhaitez styliser votre élément HTML et puis en stylisant en fait par rapport à sa classe. Donc vous pouvez très bien ici mettre la classe qui s'appelle main_title. De la même chose, ok? Sauf qu'ils sont différents, ok? Ne confondez pas avec le ID
et la classe. Bon, tout ça, on a déjà vu dans la base du HTML, donc c'est pas un souci, ok? Ici, c'est l'ID. C'est en général, quand on met ID, c'est parce qu'on veut interagir avec du JS. C'est rare qu'on interagit avec du... Enfin, c'est rare. C'est faisable, mais en général, on préfère de ne pas le faire. Parce que comme la classe, elle est réservée au CSS, on préfère de ne pas le toucher carrément. Ok? En général, quand vous interagissez avec votre élément HTML, c'est que vous interagissez avec son ID, ok? Pas la classe. Mais sachez que c'est faisable. C'est ce que je suis en train de vous montrer là. Supposons que vous souhaitez sélectionner cet élément-là, en fait, par rapport à sa classe. Eh bien, c'est très simple. Maintenant, comme vous avez déjà déclaré votre classe qui est là, eh bien, c'est très simple. Au lieu de mettre le hashtag, c'est le point. Vous voyez, c'est comme vous stylisez votre élément qui est dans votre CSS. Quand vous stylez votre H1, bah, vous faites point, ok? Vous faites point et puis vous faites main, title et puis vous stylez, tout simplement. Vous mettez votre règle de style. Eh bien, en JavaScript, c'est vraiment, c'est c'est quasiment identique cette débat-là. Je vais sélectionner cette classe. Comme cette méthode il est encore une fois générique, bah, il faut spécifier le point. C'est juste pour dire, ok, ça c'est la classe. Donc, voilà. Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, ça ne change rien parce que ça a marché. Parce que là, il va dans votre DOM et puis il récupérer cette classe. Là, supposons si vous juste mettez juste ici en votre title, ben ça ne marchera plus parce que il ne trouve pas. Il n'y a aucune classe en fait qui s'appelle ça. Vous voyez dans votre DOM, il n'y a pas de classe qui s'appelle ça. Et donc ben, il faut que vous adaptiez en fait par rapport à ça. Voilà, maintenant ça remarche à nouveau. Ok? Voilà. Et aussi, bon, comme je vous montre cette façon de faire, bah, vous avez une méthode qui est fait. En fait, pour ça, vous avez getElement by class name qui est là. Ok? Sauf que bah, là, il va le mettre encore une fois à nouveau dans le tableau. Parce que vous voyez un S qui est là. C'est-à-dire, il va récupérer vraiment votre élément, bien sûr, mais il va le mettre dans le tableau. Mais là, comme quand vous choisissez de travailler avec cette méthode, bah, vous n'avez plus besoin de mettre le point. Parce qu'en fait, parce qu'il y a le nom déjà, en fait, le class name. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre le point. Il suffit juste de mettre juste le class name qui est là. Title. Ok? Là, si je sauvegarde, vous allez voir, ça ne marchera plus. Eh bien, c'est normal. Comme il va le mettre dans le tableau, eh bien, il faut refaire à nouveau ça. Vous voyez là, le double crochet. 0. Bon, maintenant, en fait, ça commence à marcher, vous voyez. Il faut refaire tout ça. Et donc, alors, conclusion sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Quelle méthode? Eh bien, pour moi, je vous conseille les méthodes les plus simples. Vous avez getElement by ID parce que en général, vous interagissez, vous mettez votre ID là, il va ne sélectionner que cet élément en fait par rapport à son ID. Ça, c'est la méthode le plus utilisée aussi. Ok. Bon, ici, on a un ID qui s'appelle main. Donc, voilà. Et on n'a pas besoin de mettre hashtag parce que cette méthode, elle est déjà explicite, vous voyez, by ID. Donc, aucun besoin de hashtag. Voilà, vous voyez, ça marche à nouveau. Après, la méthode la plus utilisée, c'est le query selector. C'est un sélecteur générique qui va piocher votre élément
en fait par rapport à ce que vous avez besoin. C'est-à-dire quand vous avez besoin d'un élément H1, vous utilisez le query selector. Mais par contre, il faut spécifier est-ce que c'est une classe ou c'est un ID. Comme c'est un ID, on a un ID qui s'appelle main title. Et ben, il faut spécifier par un hashtag. Hashtag représente ID. Et le point représente la classe. Si vous souhaitez en fait sélectionner en fait par rapport à sa classe qu'il a, on a une classe qui s'appelle ici en fait title, ok. Voilà. Là, si je sauvegarde, vous allez voir, ça marche. Parce qu'il trouve cet élément. Ok. Bon, comme je vous dis, en général, quand on travaille avec JavaScript, bon ici il ne trouve pas parce qu'il n'y a aucune ID qui s'appelle title, vous voyez, il n'y a que main title, donc il faut adapter. Voilà, maintenant il remarche. Bon, maintenant c'est que bah, en général, quand vous travaillez, quand vous interagissez le DOM avec JavaScript, ça on a maintenant de nos jours on ne fait plus. Hein. Je me souviens à l'époque, il y a 3 ans, 4 ans, on l'utilise encore de sélectionner en fait les éléments par rapport à sa classe. Mais maintenant, d'après ce que j'ai pu observer, on ne l'utilise plus de cette façon. Soit on sélectionne notre élément par rapport à son ID qu'on va spécifier ici. Voilà. Voilà, c'est tout. Et puis, si vous avez juste un élément seul qui existe dans votre document, ici en fait par exemple H1, vous pouvez très bien faire ça. Parce que cette méthode elle permet vraiment de faire tout. Hein. Si vous ne préférez pas de sélectionner par rapport à son ID, vous pouvez sélectionner par rapport à son tag name, c'est-à-dire sa balise. Okay? Sauf que bah, là, il va sélectionner juste un seul élément, cette méthode-là. Cette méthode, il va sélectionner un seul élément. Sachez juste ça. Okay? Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, ça ne change rien. Parce que il le trouve dans votre document qui est là. Ok? Après, vous avez une autre variante qui s'appelle selector all. All, eh bien, all, c'est que bah, il va récupérer tout. Il va récupérer tout, donc il va le mettre dans un tableau. Ok? Là, ici, si je fais encore une fois à nouveau, en fait, si vous voulez le query selector all, c'est comme le concept, on peut dire, c'est comme l'approche du get element by class name, by je ne sais pas quoi, en fait, tag name, tout ça, bah, il va mettre dans un tableau. Bah, le query selector all, c'est aussi pareil, il va le mettre dans un tableau. Là, vous voyez là, ici, c'est le node list. C'est juste une petite différence entre le node list et le HTML collection, ok? Parce que ces méthodes-là, ils permettent de boucler votre tableau sans avoir recours à utiliser d'autres constructeurs pour le convertir en tableau, blablabla. Ok? Mais en général, si vous faites ça, bah, ça en fait, c'est notre liste. Ok? Et là, vous voyez le double crochet. Bah, il va mettre le H1 dans ce tableau. Et donc, ça nous fait à nouveau de faire ça. Donc, vous voyez, voilà. Et puis, vous continuez à mettre comme ça, ok. Ça, le query selector all, on peut dire c'est la méthode générique de tout ce qui est get element by class name, by tag name. Ça, c'est la méthode générique. C'est-à-dire, bah, vous pouvez spécifier ici, soit si tous ces éléments, ils ont la classe de je ne sais pas quoi, bah, il va récupérer tous ces éléments qui ont cette classe-là. Okay? Supposons que vous avez un P, ici vous avez la classe, je sais pas, on peut dire la classe tech, allez. Parce que, comme vous le savez, avec la classe, on peut mettre de la même classe.
c'est pas un problème. Ok? Pour que notre élément il soit stylé de la même, même, même façon, en gros. Donc ici on peut mettre peut-être. Supposons là ce que je suis en train de vous montrer, ok? Bon, ici on ne peut pas faire ça. En gros, il faut faire ça en fait, mettre le double crochet, ok? Donc juste pour garder ce qu'on a déjà fait, donc je préfère mettre la même chose, sauf que là, je fais juste le query selector, tout simplement. Bon, comme on a déjà mettre un ID qui est là, donc c'est très bien. Je peux sélectionner par rapport à son ID. C'est plus précis en gros. En gros, comme ça, on sait ce qu'on a, on a sélectionné en gros. Ok? Voilà. Donc c'est bon. Ok? Maintenant, revenons sur le Create Selector All. Ok? Ici, vous avez vu, vous avez des P qui ont la classe tech. En général, c'est ça. Quand vous travaillez avec le Create Selector All, c'est-à-dire vous voulez sélectionner les éléments, beaucoup d'éléments à- qui à partir de 1. C'est-à-dire si vous avez deux éléments, trois éléments et que si vous avez besoin de les manipuler, bah, c'est à ce moment-là que vous utilisez le, le, le query selector all. Ok. Bon, ici, on va sélectionner tous les P. Eh bien, c'est très simple. On va faire déjà, on va les stocker. On fait bon P. On peut mettre comme ça en fait. Else. On va dire un S, c'est juste pour dire il y a plus, il y a plusieurs, ou même on peut aller mettre, mettre carrément comme ça. C'est juste pour dire ok, c'est un tableau de c'est un tableau de P en gros. Donc on appelle notre gros document dot query selector all. Voilà. Ok. Donc comme on a déjà mis notre classe, mais vous pouvez très bien sélectionner tous les P par rapport à son nom, vous voyez, par rapport à sa balise nom de P. Donc vous pouvez juste mettre comme ça, P. Je vais sélectionner tous les P qui existent dans votre HTML. Si vous avez 3 4 P qui se trouvent dans votre HTML, bah, il va tout sélectionner tous les P et puis il va les mettre dans le tableau. Voilà. Là, si je fais juste ça, P element. Là, si on va voir dans... Bon, ici, c'est bon. Là, vous voyez là, il va mettre votre P, là, le premier P, le deuxième P, dans un tableau, double crochet. Sauf que ben, la différence entre le Query Selector All, c'est que le Query Selector All, son type, c'est le Node List. Il va le mettre dans le Node List. Ok? Si jamais vous utilisez d'autres méthodes qui est getElement, regarde S, ici, by, ici en fait tag name, ici, vous voyez, bah là, il ne va pas le mettre dans un node list, mais il va le mettre dans un HTML collection. Et là, vous voyez là, voilà, j'ai une petite différence comme ça, en gros. Mais il se ressemble. C'est un moment de l'utiliser, quels sont les avantages et les inconvénients, ok? Mais bon, en général, vous utilisez le, le query selector all, ok? Parce qu'ils permettent de faire tout, de sélectionner toutes les choses, que ce soit la classe, la balise, la tag name là, le ID, ok? Mais en général, on l'utilise pas ça avec le ID, en gros, ok? Parce qu'on sait que un ID elle peut être unique et donc en général vous utilisez avec la classe et les tag name. Ok. Donc ici comme on a déjà mettre les classes qui sont les mêmes, donc on peut très bien faire ça. Je vais sélectionner tous les P qui ont la classe de tech. Voilà. Oublie pas de spécifier hein, parce que comme c'est une méthode générique,
Donc il faut lui spécifier. Ok. Vous pouvez ne pas spécifier, mais dans ce cas-là, vous devez utiliser d'autres méthodes. La méthode là, le getElementBy, ici en fait class name. Voilà. Là, parce que c'est explicite, vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre le point. Si vous mettez le point, ça ne marchera pas parce qu'il ne trouve pas. Vous voyez, il est vide parce qu'il ne trouve pas. Parce que comme son nom, il est déjà égal à ici en fait class name, donc vous n'avez pas besoin de mettre comme ça. Là, ils vont le trouver. Ok. Bon, encore une fois, utiliser la méthode createSelectorAll parce que ça nous simplifie la vie en gros. Voilà. Bon, ici, il faut juste mettre point. Maintenant, il le retrouve à nouveau. Ok. Voilà. Donc, ici, vous pouvez soit, si vous avez très très peu d'éléments dans votre document HTML, par exemple, ici, vous avez que deux P et que vous voulez le deuxième P, on peut dire ça, le deuxième P, là, le deuxième paragraphe, il a de couleur jaune ou bleu, par exemple. Eh bien, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez faire ça et puis vous allez commencer le tableau. On peut accéder à son index. Donc, comme le P, le deuxième, il se trouve à l'index 1. Parce que l'index du tableau commence toujours par 0. Donc, 0, 1, ok. Donc, vous mettez 1. Et ici, bah, vous souhaitez faire quoi? Changer la couleur. Eh bien, point style, ok. Point, ici, en fait, color. Bon, ici, en fait, notre liste, il ne reconnaît pas, en gros, en fait, cette propriété, mais vous pouvez très bien le faire. Là, vous pouvez faire ça, en fait, color, ok. Et bien là, vous pouvez changer cette couleur en blue. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Là, vous pouvez très bien faire ça. Ok? Mais bon, en général, si vous avez besoin de changer juste un seul élément, vous n'allez pas utiliser cette méthode-là. Vous préférez cette méthode-là. Parce que cette méthode-là, il permet de sélectionner juste un seul élément vraiment précis par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ok? Cette méthode-là, il est utile quand vous avez besoin de faire changer de style en fait par rapport à votre aimant. Cette méthode, il est utile par rapport à ce que quand vous avez des événements, tout ça, et que quand on clique sur cette en fait sur cet élément qui se trouve dans le même de leur congénère, on peut dire ça, voilà. Là, il est utile, ok. Vous allez les sélectionner tout et puis vous allez le boucler. Là, en gros, par exemple, on peut très bien faire ça. Là, on peut très bien, comme c'est un autre liste, on peut très bien utiliser une méthode de JavaScript. Là, vous pouvez faire comme ça, point, for each. Vous pouvez l'utiliser parce que c'est le type que le createSelectorAll qui nous donne, c'est le type nodeList. C'est au contraire de HTML collection parce que avec HTML collection, vous devez déjà le convertir en tableau, ok? Et c'est comme ça vous pouvez utiliser for each encore. Mais dès que vous utilisez cette méthode, vous pouvez utiliser une méthode de boucle en JavaScript directement. Pas besoin de le convertir en gros. Ok? Voilà, c'est ça la différence entre nodeList et HTML collection. Tous les deux, ils retournent à peu près la même chose, c'est-à-dire une sorte de tableau, mais la façon où on manipule, c'est un petit peu différent. Voilà, for each. Maintenant, supposons, ici, je souhaite juste le nom P parce que ce sont des paragraphes qu'on a récupérés.
Donc, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je peux juste changer tous ces styles-là. Bon, ici, c'est juste un exemple typique, hein. Là, je peux faire P, point style, point, je sais pas, point color. Ok. Là, je veux changer tous les styles de mon P. Ok. Donc, je veux faire yellow. En fait, par exemple. Bah, maintenant, vous voyez, yellow, c'est un petit peu. Là, je veux faire green, peut-être. Beaucoup plus lisible. Voilà. Maintenant, toutes mes P, ils ont deux couleurs green. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, ces deux méthodes, ils sont puissants. Ils permettent de faire tout en gros avec votre HTML élément, votre élément HTML en gros. Et c'est comme ça en gros. Bon, ici, ça n'a vraiment aucun intérêt de faire ça. Soit on peut le styler en fait directement dans notre fichier ici en fait HTML. Hein. Non, dans notre fichier CSS. Ok, mais bon, ici, c'est juste un moyen de vous montrer comment on interagit avec JavaScript. Voilà. C'est de cette façon-là en gros. Ok? Voilà, bon, ici je ne vois pas l'intérêt trop de faire ça, du coup je vais le supprimer. Ok? Sachez juste que vous avez toutes ces méthodes qui existent en JavaScript. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous référer aux documentations sur MDN ou quel que soit, hein. Ok? Quel que soit le support que vous utilisez. Donc, maintenant, on va voir. Maintenant, on a vu la façon où on peut en fait changer le texte. Là, ici, en fait, par exemple, je vous avais pas montré, mais vous pouvez très bien en fait faire ça. Hein. Là, ici, on a fait ça, mais bon. Maintenant, je veux juste en fait changer le texte. Ici, je veux, au lieu de JavaScript cross, je peux très bien faire ça. Je peux très bien appeler cet élément qu'on a déjà sélectionné. Je peux faire inner text. Euh, inner. Ouais. Euh, non, c'est plutôt en fait text. Voilà, text content. C'est juste pour dire le contenu de dans ce balise H1 qu'on a récupéré. Eh bien, je veux changer en, en, en français. Course. Ouais, on peut dire ça, oui. Course. Je crois que ça se fait comme ça, avec course de JS. Ok. Là, si je sauvegarde, et voilà, on a changé le texte. Vous voyez? Voilà. Après, ici, j'ai pas vu le InnoTech, mais il me semble qu'on peut faire ça. Ouais. InnoTech, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche aussi. Hein. En gros, vous pouvez faire ça. Ok? Il y a juste une petite différence, mais bon, pour le moment, je ne souhaite pas rentrer dans les détails parce que ce qui nous intéresse ici, c'est que bah, on peut manipuler notre élément. Ok? Pour tout ce qui est détail, tout ça, c'est au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez rencontrer des issues en gros, c'est-à-dire des bugs en gros. Et c'est par rapport à ça, quand vous allez débugger votre code, et c'est ça que vous allez vraiment apprendre les choses. Ok? Les, les tutos, tout ça, ce que je vous fais là, franchement, c'est très bien. Parce qu'ils vous donnent déjà la base. Et c'est après que vous allez découvrir les choses par vous-même en gros. Et c'est comme ça, on progresse encore une fois. En fait, par rapport à ce qu'on, au fur et à mesure qu'on débug notre code. Voilà, ok? Voilà. Soit vous utilisez Inotech, soit vous avez cette propriété qui est reconnue par VS Code, c'est-à-dire ben, text. Voilà. Le text content. Et là, vous pouvez changer via JavaScript. Voilà. Ok? Là, on voit très bien, on peut changer le style. On peut aussi, en fait, rajouter la classe. Supposons, ici, vous voyez, bon, ici, j'ai pas besoin. Supposons, vous allez dire, est-ce qu'il y a un moyen
Parce que en fait, d'écrire comme ça, si on a un seul élément, ça va, c'est pas la fin du monde. Ok? On peut très bien faire ça. Ça, en fait, c'est vraiment idéal quand vous avez juste changé quelques styles. Hein. Ok? Mais dès que vous avez beaucoup de styles à appliquer, ben, cette façon de faire, c'est un petit peu beaucoup. Hein. Et comme nous, les devs, notre signature, c'est que on est feignante. Je veux dire, on est feignant par rapport à ce qu'on ne veut pas se répéter. Ok? Et donc là, cette façon de faire, ça ne nous convient pas. Donc, on va le commenter. Voilà. Alors, il y a un autre moyen de faire. Eh bien, JavaScript, il nous permet de faire ça. Interagir avec notre DOM. Bon, ici, si je sauvegarde, le style, il revient à nouveau à l'état initial. Ok? Moi, je souhaite changer tous les styles, en fait, en rajoutant juste la classe. Ok? Eh bien, JavaScript, il nous permet de faire ça. Déjà, on va juste, pour illustrer ça, on a déjà la classe. On n'a pas la classe, donc il faut qu'on mette la classe. Bon, ici, je souhaite juste être un petit peu, cohérent. Je mets le nom de la classe, la même chose que le nom de ID. Mais sachez, ils sont complètement différents parce que ici, c'est la classe, ok? Ici, c'est le ID. Donc, ça n'a rien à voir les deux là. Donc, on va styler notre élément là dans notre stylier là. Et donc, je vais faire point. C'est pour styler la classe. Donc, ici, en fait, je vais juste faire background color. Ok. Background color, je veux mettre red à nouveau. Je veux faire un padding de 1 rem. Voilà, c'est tout. Et puis je vais changer la couleur. Le color, je vais mettre white. Ok. Bon, ici, vous allez me dire que bah, si je sauvegarde, bah, là, en fait, c'est bon. On n'a pas besoin d'interagir avec JS. Ok. Ici, c'est parce qu'on a déjà, en fait, mettre notre classe qui est là. Ok. Supposons, dans ce cas en particulier, c'est que, bah, supposons que vous allez écrire, vous n'allez pas en fait écrire cette classe-là qui est là. Ok. Vous allez vraiment en fait le supprimer. Et ben là, vous voyez, comme votre H1 il n'a pas l'attribut classe, et donc vous n'avez pas la classe, le nom de la classe, donc il n'applique pas la règle du CSS. C'est normal, tout à fait normal, ok. Mais par contre, vous avez déjà une classe qui est prédéfinie, qui s'appelle main title. Et c'est grâce à cette classe qui est prédéfinie, on peut le rajouter dans cet élément-là, à cet élément-là qui n'a pas de classe. Ok. Eh bien, c'est très simple. Comme on a déjà écrit notre feuille de style, la classe qui existe dans ce fichier-là, par contre, il n'est pas dans notre élément. C'est la raison qu'on ne voit pas. Ok. Et c'est le but de vous montrer ça. Eh bien, c'est très simple. Eh bien, au lieu de faire tout ça, vous voyez, bon, ici, on a rajouté un border radius. Bon, je vais juste le faire vite fait, border radius. 0.3 rem. Voilà. Pour le moment, cette classe, elle ne présente pas dans notre DOM, notre document HTML, parce qu'on n'a pas rajouté nulle part, quelque part en gros. Donc il faut le rajouter à cet élément-là. Eh bien, c'est très simple en fait, vous allez écrire comme ça. Voilà.
vous le prenez cet élément, puis vous faites pointe. Après, vous avez une propriété qui s'appelle en fait le class list. Ça, c'est pour rajouter. Ok? On peut dire, on le rajoute dans une sorte de liste. Ok? Donc, le, le, le class list point add, excuse-moi parce que en fait, c'est un autre objet où on doit en fait, j'ai une méthode de cet objet, de cette propriété en fait, qui est class list. J'ai une méthode qui s'appelle add. Eh bien, c'est juste pour rajouter la classe. Ok? Dans votre ici dans votre HTML. Eh bien, bah, là, vous pouvez. Alors, cette classe, elle s'appelle comment? Comme c'est explicite, c'est déjà ça, donc on n'a pas besoin de mettre pointe. Ok? Si vous mettez pointe, ça ne marchera pas. Il veut juste le nom de la classe. Eh bien, le nom de la classe, c'est ça. Ok? Ça, c'est le nom de la classe. Ok? Le point, on le met point ici dans le fichier CSS, c'est parce que bah, il faut respecter les conventions. Quand on veut styler les classes, bah, il faut mettre point. Ok? C'est tout. Mais ça, c'est le nom de la classe main title. Enfin, par rapport à JavaScript. Ok? Donc, vous allez mettre là. Voilà. Et donc, si je sauvegarde, et voilà. Vous voyez? Ça, vous faites à une seule ligne, mais par contre, vous devez écrire votre feuille de style qui est là. Ok? Bon, pour moi, ici, c'est plutôt cool. Parce que on ne fait pas trop de bordélique dans notre fichier JavaScript qui est là, vous voyez. Vous devez faire tout ça. Ici, vous faites juste à une seule ligne, vous rajoutez la classe que vous avez déjà prédéfinie dans votre feuille de style. Puis vous le rajoutez ici en fait carrément. Voilà, ça c'est la classe list, ok. Après, ça c'est juste pour dire, bah, je veux rajouter une classe, ok. Toi, je sais pas, tu le mets dans un tableau de ta classe, c'est pas un problème, ok. Là, si vous faites ça, vous faites un console log, h1 point ici en fait class name. Bah là, vous avez vu, c'est dans le crochet. Et dans ce crochet, bah, il y a un qui s'appelle main title. Il y a aussi Wallu qui s'appelle la même chose. Et bien, c'est très simple. Maintenant, cet élément, ok, sa propriété ici, en fait, le class name, bah, il contient une classe qui s'appelle main title parce qu'on vient de rajouter ici, là, si on le commande ici. Ben là, vous voyez, j'ai rien dedans. Il est vide. On peut dire il est vide. Il y a une value qui est vide. Il n'y a rien dedans. Mais par contre, si on le décommente, ben là, ils viennent voir, il y a une classe qui est rajoutée. Ok? Voilà. Ça, c'est la classe list. Cette propriété de classe list. Vous avez aussi une autre propriété qui s'appelle le class name. Le class name, c'est juste une propriété. Si vous ne savez pas, vous pouvez très bien pointer. Hein. Prendre votre souris et puis vous le pointez juste pour voir la description, qu'est-ce qu'il fait. Là, vous voyez, the class name property of the specified, c'est-à-dire, ben là, of the specified element. Ben, là, c'est juste une propriété où on veut mettre la classe, en gros. C'est-à-dire, bah, le classe, bah, il sera à ça. Le classe de cet élément, bah, il sera à ça. Main title. Là, vous allez voir, ça ne va rien changer, en gros, mais il y a la différence entre le class name et les classes listes, c'est que les classes listes, ils permettent de rajouter des tas de classes dans le tableau de cet élément. Et que cet élément seul, là si vous faites un console log, h1 pointe ici en fait le class name au lieu du class list.
Voilà, vous voyez juste cette classe. Et là, si vous allez expérimenter un petit peu, vous voyez, vous pouvez très bien faire ça. C'est pas un problème. Dans votre console là, vous allez inspecter un petit peu, ok, il y a une classe name comme on l'avait mis là, c'est tout. Voilà. En fait, le class name, c'est juste ça, en fait. Je veux prendre cet élément et je lui donne la classe, c'est tout. Et puis, bah voilà, c'est tout. Ok. Après, si vous allez refaire la classe list, on va voir dans notre console là, bah, eh bien, la classe list, maintenant, elle contient ça. En fait, si vous voulez, ces deux éléments, ils se ressemblent. C'est juste, bah, ici, c'est très bien quand vous avez besoin de rajouter, de mettre une classe à un élément que vous avez besoin. Ici, vous avez sélectionné, vous avez besoin de lui donner une classe, vous le mettez comme ça. Et puis, là, quand le consoleur il nous consoleur, il nous affiche très bien, ben, ok, tu as donné une classe à cet élément, ben, à nouveau, quand on fait ici, en fait, le consoleur du, du class list, et ben, en fait, ce qu'il fait, c'est que ben, JavaScript, il va mettre cette classe dans le class list, en gros. Du coup, ça revient à peu près de la même chose, vous voyez. Voilà, mais bon, sachez que par rapport à votre besoin, soit vous utilisez ça, le class list.add, ok, ou soit vous utilisez juste ça. C'est la même chose, en fait. Ça permet juste de ne pas utiliser l'autre. Et si vous utilisez l'autre, de ne pas utiliser l'autre. Voilà. Mais en général, la première expérience, c'est le class list parce que vous pouvez, si vous voulez, je vous le montre, vous pouvez faire ça en fait, par exemple, vous pouvez faire ça. Vous voulez rajouter une classe qui s'appelle toujours main title. Bon, ici, ça ne va rien changer parce qu'il va rajouter dans le tableau. Une autre ligne après, vous souhaitez enlever. Ok? Là, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez faire ça. Point class list. Point remove. Il y a une méthode qui s'appelle remove. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je veux remove? Eh bien, je veux remove cette classe qui s'appelle main title. Là, vous allez voir, il va disparaître parce qu'on l'a rajouté, puis on l'a retiré. Et voilà. Ok? Mais en général, c'est ça en fait. C'est cette approche-là qu'on va utiliser parce qu'il permet de faire pas mal de choses. Il est beaucoup plus polyvalent. Ok? Il permet d'ajouter, d'enlever. Bon, vous pouvez très bien enlever une classe à l'autre propriété qui est class name, juste de mettre juste un string vide. Hein. C'est la même chose. Mais bon. Après, c'est une préférence en fait. Chacun sa préférence, il préfère quoi. Ok? Voilà, voilà. Donc, vous voyez, au lieu d'écrire ici 4 lignes, vous écrivez juste une seule ligne. Bon, après, vous écrivez votre style qui est là. Bon, moi, je trouve cette approche-là qui est bien parce que ici, on est vraiment dans les feuilles de style de CSS. Du coup, toutes les propriétés qui existent, on est sûr qu'il est là. Ok? Et que ici, dès que vous avez utilisé des choses que vous ne savez pas et que bah, vous le mettez comme ça, bah, des fois vous ne connaissez pas toutes ces choses-là, bah, des fois ça ne marchera pas. Ok? Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, alors on avait vu ça, on avait vu. Vous voyez, ça c'est vraiment la base, hein, c'est très simple. Hein. Maintenant, on va voir un petit peu les événements. Ok? Ce sera en dernier. Voilà. Alors, les events. En anglais, voilà. Alors, les events. Euh, bon, je vous explique en fait qu'est-ce que c'est. En fait, les événements, ce sont comme des événements réels dans notre monde réel en gros. Qu'est-ce qui va se passer quand
si on fait un, un tel type d'événement, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Eh bien, c'est comme si, euh, juste un exemple simple, en fait, euh, en gros, par exemple, si on va créer si, supposons un événement réel dans notre monde réel, en gros. Là, si je dis que si dans ma ville, en fait, il y a un événement qui est de type, en gros, en fait, de type festival, on peut dire ça, en fait, eh bien, en fait, il y aura un, euh, un groupe de musiciens voilà, qui vient pour jouer dans ma ville, en gros. Voilà. Ça aussi, c'est un événement, vous voyez. Et ben, en JavaScript, c'est, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, si j'ai un événement de tel type d'événement qui va se produire, eh ben, on va exécuter quelques codes qu'on souhaite, en gros. Et bien, c'est très simple, en fait. Parce que, en fait, JavaScript, il va, oh, euh, quand il interagit avec l'événement, en gros, eh bien, c'est via cet objet event, en gros. C'est un événement. Et donc, en fait, pour connaître le type d'événement, JavaScript, il a besoin du type. Quel type d'événement pour qu'il écoute. En fait, c'est ça, en fait. C'est un listener, en fait. Il est là pour écouter quand un événement de tel type, eh ben, il va exécuter des codes, en fait, par rapport au, au type qu'on souhaite. Voilà. C'est ça, en fait. Et en général, les événements, on interagit avec les utilisateurs. Vous voyez, quand on visite sur un site, il y a des boutons partout pour cliquer, pour écouter, quand on fait un effet de... Quand on mettait notre souris sur un petit truc, et ben, il y a un truc qui va se passer. Et ben, c'est ça, en fait. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des événements en JavaScript. OK? Donc, c'est très simple, en fait. Dans notre code là, on a déjà en fait prévu un type d'événement via ce bouton là qui est le clic, qui est le submit. OK? OK? Et donc, eh bien, c'est très simple. En fait, déjà, en fait, on a besoin d'un élément, OK? Qui va, en gros, en fait, si vous voulez, qui va déclarer cet événement. Et en fait, cet élément, c'est le bouton, OK? Parce que il y a un seul moyen qui permet de détecter un événement, c'est le bouton. Quand on clique, vous voyez? Donc, on va sélectionner déjà ce bouton dans notre code JavaScript qui est là. OK? Donc, moi, pour accélérer un petit peu, je vais le voilà, dupliquer, puis je vais le changer. Ici, je souhaite sélectionner mon bouton, OK? Donc, je mets button. Voilà. Et donc, est-ce que ce bouton, il a un ID ou un quoi que ce soit? Non, il n'a pas un ID. Donc, on peut très bien sélectionner juste ce bouton, par exemple. Mais par contre, si vous souhaitez mettre un ID, bon, allez en général, c'est ça. Il faut juste qu'on fait bien une bonne approche, OK, pour bien faire les choses. Donc, je, je, je peux mettre submit button. Voilà. Donc, je vais sélectionner par rapport à son ID. Je peux très bien utiliser la méthode qu'on a vue là,
query selector, ou soit je peux très bien utiliser d'autres méthodes, getElementById, parce qu'il me donne un seul élément et c'est ce qu'il me faut. Donc, quand j'utilise cette méthode qui est directe à cette sélection, et ben j'ai pas besoin de mettre le hashtag. Je mets juste le nom de l'ID ici. Voilà, parce que cette méthode, elle a déjà en fait pris en compte le hashtag, donc j'ai pas besoin. Ok, voilà. Donc, comme je disais, un événement qui va se produire, il a besoin de savoir, en fait, de détecter. Et pour détecter, ben, il nous faut un élément qui nous sert à déclencher cet événement, cet event, en gros. Ok? Donc, le seul moyen de déclencher un événement, en général, dans des pages web, c'est via des boutons, en gros. Voilà. Donc, du coup, comme on a sélectionné notre bouton, maintenant on a notre bouton qui est là. Eh bien, c'est très simple. Vous allez juste écrire button élément. Après, vous faites pointe. Il y a une méthode importante ici qui s'appelle addEventListener. Voilà. C'est cette méthode-là, en fait, qui est le responsable pour écouter vos événements. Ok? Vos interactions. Donc, comme c'est une fonction, c'est une méthode de cet objet-là, on peut dire ça. Donc, il prend en paramètre le type. Le premier paramètre, c'est le type d'événement. N'hésitez pas encore une fois à pointer votre souris et puis voir les choses. Hein. Bon, ici, c'est en TypeScript. C'est parce qu'en fait, mon environnement, je l'ai codé en TypeScript, mais c'est ce qui vous importe, c'est que ici, en fait, c'est les paramètres, ok? Ça, c'est le type d'événement, ok? Après, c'est le listener. Le listener, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait, c'est le callback. En fait, c'est les fonctions. Juste pour vous dire le truc simple, il prend le premier paramètre, c'est le type d'événement qu'on souhaite que ça déclenche. Ok. Donc, le type d'événement, c'est le clic. Quand on clique, vous voyez, quand on clique. Bon, ici, ça ne se passe rien parce qu'on n'a pas encore géré, vous voyez. Maintenant, là, si je souhaite juste vous montrer le type d'événement, et ben vous voyez, là, tout ça, c'est les types d'événements. Il existe tout ça. Bon, en tout cas, pour le moment, j'imagine que j'ai que ces types-là. Voilà. Donc, nos clics d'événements, il est là, vous voyez, le type. C'est le type, le clic en général, quand vous travaillez avec JavaScript, les plus couramment utilisés, c'est le blur, le change, le click. Vous avez aussi le animation start, ça c'est quand vous travaillez avec les animations. Vous avez le copy, vous voyez, quand on clique pour copier les choses. Vous avez le drag, le drop. Vous avez l'erreur, focus. Voilà, tout ça en fait ce sont des événements. Et aussi vous avez le key up, key press quand vous interagissez avec votre clavier. Ça, typiquement, vous utilisez ça, c'est quand vous allez créer un jeu interactif, un jeu qu'on peut jouer dans le navigateur en gros. Là, vous utilisez ce type d'événement, ok, qui donne, qui presse, qui up, tout ça en fait. Voilà. Vous avez aussi l'autre événement, load
Ok? Ça, c'est pour interagir en grosso modo avec des API que JavaScript qu'on a déjà dans la version de JS. Donc, vous avez l'autre data, blablabla. N'hésitez pas à d'aller se renseigner sur tous ces types, hein. Vous avez le Markdown, Inter, Leave. C'est par rapport à votre souris voilà, en gros. Vous avez le Play. Ça, c'est quand vous interagissez avec l'API l'API du HTML du tag audio, l'API audio, vous voyez? Voilà. Vous avez pause. Franchement, n'hésitez pas à vous vérifier quand vous scrollez avec votre souris. Vous voyez le truc vert. Le submit quand vous travaillez avec les formes. Enfin bref, tout ça, vous voyez. Touch in, touch move, c'est quand vous utilisez, quand quelqu'un qui est sur un mobile, et voilà, sur un téléphone. Enfin bref, le resize, tout ça, vous voyez, le scroll, tout ça, en fait, ce sont des événements. Ok? Voilà. Donc, nous, ici, le bouton, c'est un clic. Donc, on va mettre clic. Il y a aussi double clic. Ok? Donc, il y a aussi les événements qui s'appellent, en fait, content. C'est pas content. C'est dans D, ils sont. Et c'est C, il me semble, je sais plus. Attendez, c'est juste, je fais juste ça en fait. C'est marrant que je ne le vois pas. C'est D, non? Non, c'est Canton, un truc comme ça, il me semble. Peut-être parce que j'ai mal utilisé sur ces propriétés qui n'existent pas avec. Parce qu'en fait, les événements, ils existent. Quand vous faites comme ça, ils existent par rapport à votre élément de base, hein. Ok? Ici, il a dit que, ok, toi, tu peux déclarer ton écoute d'événements par rapport à cet élément-là. Mais par contre, cet élément, il n'y a que ce type d'événement qui existe, en fait, par rapport à ce bouton-là. Ok? Mais par contre, si vous faites une chose comme ça, vous voyez, si vous faites comme ça, en fait, document.add event listener, si vous écoutez votre événement, en fait, par rapport à ce gros objet-là, vous voyez, ce gros objet document, eh bien, vous avez d'autres différents types. Là, supposons, si vous faites ça, bon, en général, c'est ça, mais vous avez ce que j'ai envie de vous montrer tout à l'heure. Il me semble, c'est le. Je sais plus, en fait, c'est pas ça ou. Oui, voilà, c'est ça. Il est là en gros, voilà. Ça, c'est juste pour dire que bah, j'attends que toutes les choses qui sont disponibles dans ma page. Et puis, j'exécute. Vous pouvez très bien faire ça. D'ailleurs, je vous montre ici, en fait, voilà, carrément. Même si on a déjà mis ici, en fait, le modifier ici, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vous montre aussi cet événement qui est aussi important. Pourquoi pas, voilà. Donc, voilà. Ici, bon, on dit que dès que les choses qui existent dans ma page, eh ben, je lance un événement. Ok? Donc, voilà. Donc, ici, vous pouvez faire ça. En fait, c'est une fonction. C'est un callback, en gros. Voilà. Voilà. C'est à partir de là, vous pouvez très bien mettre ça dans ça, hein. C'est pas un problème, hein. Ok? Ça marchera.
Là, si je peux faire un console log, ok, je peux dire DOM, ouais, DOM loaded en anglais, c'est juste pour dire, ok, notre DOM et notre document, il est chargé, on peut dire ça, voilà. Là, vous voyez, DOM loaded. C'est à partir de là, vous pouvez faire ça, mais bon, en général, on a l'intendant à ne pas faire ça, mais bon, je préfère vous quand même. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une bonne approche à faire. Donc, voilà. Donc, on peut écouter maintenant, à partir de là, on peut écouter notre bouton .add event listener et le type d'événement. Cette fois, c'est le clic. Ok? Voilà. Donc, il prend, après le deuxième paramètre, c'est toujours une fonction callback. Voilà. Et là, pardon, c'est pas un double crochet, c'est un collage. Ici, je mets un console log. Clic. Ok. Là, vous allez voir. Bon, ici, je vais le commenter. On n'a pas besoin, c'est juste pour dire ok, tout est bon, on peut faire les choses. Maintenant, si je clique, vous avez vu, dans notre console log, il exécute ce code-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on vient de mettre en place l'interaction entre l'utilisateur, qui est moi, qui est là. J'interagis avec votre site web. Quand je clique, il y a un truc qui va se passer. Bon, ici, il n'y a rien qui se passe, c'est parce que on n'a pas encore implémenté toutes ces choses qu'on a besoin d'implémenter. Vous voyez? Supposons ici, si ça est une formulaire, bon, ici, on n'a pas déclaré notre formulaire qui est là, mais bon, supposons que c'est un formulaire que vous allez recueillir les informations de votre utilisateur, les informations, les coordonnées, les prénoms, les noms, tout ça. Quand une fois que vous avez recueilli tout ça, vous aurez besoin de toutes ces données-là qui va envoyer à une API, supposons, ou même à une base de données. Vous allez enregistrer toutes ces informations-là. Eh bien, c'est ici, en fait, c'est dans cette fonction-là, ok, que vous allez faire votre logique, votre opération, ok. Bon, ici, c'est juste ça, mais bon, supposons, ici, je ne souhaite pas que c'est un submit, c'est juste changer le background, allez, du titre, pourquoi pas, c'est juste un exemple, ok. Bon, changer le background, ça suffit. Ok. Bon, c'est pas grave, changer background. Voilà. Donc, eh bien, dès que je clique, je souhaite changer l'arrière-plan de mon titre qui est là. Eh bien, c'est très simple. Comme on a déjà sélectionné notre H1 qui est là, ok. Donc, même si on a déjà rajouté une classe, on peut très bien override, c'est-à-dire on réécrit le style. Donc on peut très bien faire ça. Certains styles qu'on préfère réécrire, on peut très bien faire ça. Vous voyez, c'est pour ça JS il nous donne vraiment la possibilité de faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs c'est pour ça, c'est le langage le plus utilisé dans le web, c'est parce que il est fait pour le web et aussi il est fait pour d'autres choses aussi, du back-end. Il fait beaucoup de choses en Go et c'est pour ça il est célèbre, il est connu. Voilà. Et donc, en tant que dev web, c'est difficile de nos jours de ne pas apprendre ce langage parce que tôt ou tard, vous avez besoin de l'utiliser. C'est pour ça. Donc, on souhaite changer le background de ce TTB, c'est très simple. On a déjà le H1. On a sélectionné. Donc, on peut très bien faire ça. On peut faire style. Vous voyez, comme d'habitude. Voilà.
On fait point background color. Il faut bien, bon, pour éviter l'erreur, on peut copier ça. Maintenant, on veut changer en bleu, donc c'est blue. Voilà. Maintenant, vous allez voir, dès qu'on clique, bon, ici, on n'a plus besoin. Toutes ces consoles-là, c'est bon, on va supprimer. Voilà. Ou peut-être je garde ça, c'est juste pour avoir un espace ici. Voilà. Parce que mon IDE, il formate automatiquement le code, c'est pour ça. Donc, vous allez voir, si on clique, ben, le background, il va changer. Voilà. Ok? Voilà. Et voilà, ça, en fait, c'est, en grosso modo, c'est le résumé des événements. C'est, en fait, c'est très simple. D'abord, vous avez besoin de type d'événement. Bon, ici, c'est un type de cas général. C'est-à-dire, bah, si toutes les choses sont bonnes, bah, on va lancer notre code à l'intérieur qui est là. Ok? Mais vous pouvez très bien externaliser ça, mettre dans une autre fonction et puis vous l'appelez juste à l'intérieur de cet événement DOM content load. Ok? C'est pas un problème. Bon, ici, comme c'est court, j'ai pas besoin de faire dans une autre fonction. J'ai besoin juste de faire mes opérations à l'intérieur. C'est tout. C'est comme si cet événement, il va englober toute notre logique à l'intérieur, en gros. Ok? Voilà. Donc, après, ici, l'autre événement, on peut dire ça, vous pouvez créer autant d'événements que vous souhaitez. Hein. Bien sûr, en fait, par rapport à votre élément qui est là. Ok? Parce que si vous avez juste ici, vous voyez, on a juste en fait très peu d'événements. Donc, c'est sûr, le principal événement, c'est le bouton qui est cliquable. Après, si vous avez d'autres boutons, d'autres choses à faire, ben, vous allez au fur et à mesure déclarer votre événement ici, hein, en gros. Voilà. Donc, notre type d'événement, c'est le bouton clic. Ok. Donc, du coup, on le sélectionne, et puis on le prend, et puis on appelle cette méthode qui est le responsable d'écouter d'événements. Listener, c'est un listener, en gros. Cette méthode-là. Add event listener, c'est explicite son nom, c'est juste pour dire ajouter un événement, ajouter un écoute d'événements. Ok, voilà. Add event listener. Listener en anglais, c'est l'écouteur d'événements, en gros. Voilà. Donc le type c'est quoi? C'est le clic. Et quand on clique, qu'est-ce qu'on va faire? Là, si je sauvegarde, vous voyez, ça va remettre à son état initial. C'est parce que dans le style, dans notre feuille de style, on l'a mis ici, vous voyez. Voilà. C'est grâce au événement qu'on clique, bah, il y a des choses qui vont se produire. Et bah, c'est ça, tout simplement. Là, vous voyez. Là, si je clique, il va changer en bleu. Voilà. Aussi, je vais vous montrer un autre événement. Ici, je peux le copier. Puis, je le commente. On n'a plus besoin de ce type d'événement. L'événement qu'on utilise aussi souvent, c'est l'événement des souris. Quand on fait un over, quand on prend notre souris dessus, vous voyez. Là, supposons, on peut très bien faire ça. On peut faire mouse over ou mouse move si vous voulez. Vous voyez, mouse out, mouse over. C'est-à-dire quand on fait un mouse over, c'est-à-dire on met la souris dessus de ce truc-là. Ok? Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, si je mets mon souris dessus, voilà. Le titre, il va changer. Là, il a changé en bleu. Ok? Là, mais en fait, voilà, en fait, par contre, si je sors, le titre, il ne se met plus. Eh bien, c'est très simple. On va réécouter un autre événement qui ressemble. C'est un mouse
il me semble mouse live. Voilà. Mouse live. Voilà. Maintenant, on va changer en rouge. Voilà. Vous allez voir, si je mets la souris au-dessus, si je sors, rouge, bleu, vous voyez, ça c'est l'interaction. Voilà. Bon, j'ai plein d'événements. Je ne sais pas si je dois vous montrer tous les événements, ça va être chaud. On finira jamais les courses. Ici, je vous montre déjà la recette des bases. Quand vous avez les bases, c'est à vous d'explorer à vous-même. Ok? N'hésitez pas de tester, de retester. C'est comme ça on apprend. Ok? N'ayez pas peur d'avoir des fautes, c'est-à-dire des issues, des bugs. N'ayez pas peur d'avoir des bugs parce que ce sont des bugs qui vous, on peut dire, ce sont des bugs qui vous fait améliorer dans votre carrière de développeur. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. On apprend par nos erreurs, c'est classique. Voilà, c'est comme ça. Ok? Voilà, ça c'est les événements, c'est les events, on peut dire ça. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez appris quelque chose dans ce chapitre. Ok? Du DOM. Voilà. Je vous dis à dans la prochaine chapitre. Ok? La prochaine chapitre, alors, je vais juste voir qu'est-ce qu'on va apprendre. Oui, on va vraiment interagir en fait toujours sur le DOM. On va faire des manipulations. Bon, on a déjà manipulé tout ça, vous voyez, manipuler les événements des DOM. On va juste voir d'autres choses. La manipulation du temps avec le set timeout, set intervals, ce sont des méthodes qui existent nativement en JavaScript, ok, qui est en fait qui est lié en fait par rapport au temps, ok, et des événements encore. Exemple, on va apprendre à faire un compteur, ok, un compteur ou une horloge, peu n'importe. On va voir les gestions des clics. En fait, on a déjà vu en fait ici en fait, vous voyez les clics qui est là. Ouais, mais on peut très bien faire ça, hein. On peut très bien le remettre. Parce qu'en fait, chacun, il écoute son type d'événement, vous voyez. Si je ne clique pas, ben, il va passer à cet événement. Ok. Par contre, si je clique, bon, ici, vu qu'on a enchaîné les événements les unes les autres, ben, il va exécuter notre code, en gros. Ok. C'est comme ça. Par contre, là, si je, je commande cette code-là, voilà. Ici, pas de problème, il va exécuter cet événement, over. Ok. Bon, ici, c'est bon. Il vaut mieux, peut-être, je vais juste faire ça. Voilà. Maintenant, si je clique, voilà. Vous voyez. C'est par rapport à l'événement, quel type votre code il va exécuter, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, pour le prochain, on a déjà vu, en fait, ces gestions de clics. Peut-être on va voir les formulaires, parce qu'en général, c'est ça, en fait. Vous interagissez avec les formulaires, le clavier. On va voir aussi ça. Ok? Dans la prochaine chapitre, ça va être simple, parce qu'il n'y a rien de compliqué, en fait. Même là, ce qu'on vient d'apprendre là, c'est pas compliqué, vous voyez? Voilà. Donc, je vous vois à la prochaine, la prochaine chapitre. Et aussi codez bien. Allez, ciao. Ciao.